Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteur Joanne Seymour. Bonjour Joanne, comment ça va? Ça va très très bien. Aujourd'hui, il fait beau, alors ça va bien. Très contente de t'avoir en studio et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Alors, tu as fait des études en théâtre et en réalisation. Tu as commencé ta carrière comme comédienne. Oui. Et en 1990, tu es passée derrière la caméra pour justement devenir auteur, metteur en scène et par la suite comme réalisatrice. Exact. Et en 2004, bien là, c'est l'écriture romanesque qui est arrivée dans ta vie. Oui. Et c'est arrivé avec ton personnage de Kate. Kate McDougall avec le roman Le Cri du cerf, qui était bien sûr mon premier roman. Puis celui aussi que j'ai adapté dernièrement pour Série Plus. La série s'appelait Séquelles, c'était une mini-série avec la superbe Céline Bonnier dans le rôle de Kate. Alors, très heureuse. Comment t'as trouvé ça de faire l'adaptation d'un roman pour l'amener sur l'écran? Ben moi, je scénarisais avant de faire du roman. Alors, c'était retourné à mes premières amours. Pour moi, c'était peut-être moins complexe qu'un romancier qui aurait jamais fait ça, parce que la difficulté que j'ai eue, moi, a été plutôt de quitter le format scénario pour entrer dans le roman. C'est plus quand j'ai écrit Le Cri du cerf à l'origine, où est-ce que j'ai eu à apprendre vraiment à mieux maîtriser la forme romanesque. Mais non, de retourner, c'était le fun, c'était excitant même, je dirais. C'était vraiment... Puis aussi, tu sais, c'est un roman que j'ai écrit il est sorti en 2005, mais je l'ai écrit en 2004, puis une partie de 2005. Mais là, on est en 2016, tu sais, l'adaptation, j'ai travaillé ça en 2014 à peu près. Et elle a beaucoup évolué, Kate, tu sais. Alors, c'était drôle de retourner à ses débuts, à comme elle était dans le premier roman. Alors, ça, c'est le fun de revisiter la chose. Est-ce que ça a été dur, justement, de l'adapter, Le Cri du cerf? Non, pas vraiment. Non? Non. Est-ce que dès le départ, tu avais en tête d'éventuellement un jour en faire ben moi, une j'ai série toujours télé? des films dans la tête quand j'écris mes romans. C'est bien évident. J'ai des films, des téléséries, peu importe, mais j'ai un esprit... je décris ce que je vois, comme si je réalisais la chose. Je sais, je suis toujours comme ça. Alors, c'est plus simple pour moi. Ce qui ne veut pas dire que c'est du copier-coller, là, parce que, comme je dis tout le temps, un roman, ça se passe dans la tête des personnages, puis un scénario, c'est les personnages en action. Alors, tu sais, dans un roman, tu es souvent dans la tête du personnage, qu'est-ce qu'il pense, ses interrogations, comment il se sent. Mon Dieu, il fait des déductions. Par exemple, dans le polar, ils font des déductions souvent dans leur tête, tout ça. Mais tu sais, tu peux pas faire ça, là. À l'écran, il faut que tu aies des images puis de l'action. Alors, c'est sûr que c'est deux médiums totalement différents, puis il faut que tu saches les maîtriser, mais au départ, j'ai une... ma pensée est visuelle. Je sais pas comment dire ça exactement. Tu sais, quand je pense à une scène, je la vois... je vois ce que je devrais voir, comme un réalisateur, tu sais. Je fais... j'ai pas besoin de tout décrire la pièce. Ce que je veux voir, c'est la main de la fille, parce que sa main m'intéresse, parce qu'elle révèle ci, ça. Alors, tu sais, je vais commencer une description sur la main de la personne, mais, tu sais, je me lancerai pas sur 20 pages sur de quoi a l'air le restaurant. Je m'en fous un peu, dans le fond. Ce que je veux, c'est décrire et montrer ce qui sert à l'action et ce qui sert aussi à l'émotion de la scène. Alors, oui, c'est ça. Donc, comme je fais ça déjà en écrivant le roman, ça facilite ton travail. Ça facilite mon travail quand il est question de scénariser. Mais encore, il faut comprendre une chose, scénariser un roman, même que ce soit le mien ou pas, ce qu'on fait, c'est qu'on ne garde que l'essence du roman. Tu gardes la trame, l'histoire, mais pas dans ses détails nécessairement. Tu sais, une fois, c'était l'histoire d'un gars qui rentre dans un restaurant puis il tue 4 gars. Bon, ça, c'est la trame, mettons. Et l'essence, l'atmosphère que l'auteur a créée. Alors là, c'est simple, je veux dire, c'était simple pour moi, je la connais, mon atmosphère, tu sais, c'est moi que je mettais en scénario. La recherche, c'était moins... Et j'ai aussi j'ai une facilité pour me détacher de ce que j'écris. Je suis pas... j'ai déjà dit ça à quelqu'un, mais tu sais, je suis pas en amour avec ce que j'écris, pas dans le sens que j'aime pas ce que j'écris, mais... T'arrives à t'en détacher. Je sacrifie facilement des choses pour que ce soit mieux.
sais, il y a des gens qui s'attachent, puis, tu sais, des fois, j'aide des gens ou je conseille des gens, mais tu sais, à la longue, je trouve ça difficile parce que les gens s'attachent des fois, puis tu dis, mais oui, elle est belle, ta phrase m'amène nulle part, tu sais. Oui, c'est joliment tourné, mais c'est quoi le rapport dans l'action? C'est quoi le rapport dans l'atmosphère? Qu'est-ce que ça amène de plus, tu sais? Est-ce qu'on avance? Est-ce que ça nous apporte quelque chose, tu sais? Et moi, je me questionne beaucoup là-dessus, tu sais. Puis souvent, j'ai coupé des chapitres ou des personnages ou de dire, mais non, ça marche pas, ça, tu sais. C'est le but qui met. Ça aussi, c'est un truc de réalisation, je me rends compte. C'est le but. J'ai un but, puis c'est vers là que je m'en vais. Fait que le superflu, il faut qu'il saute au fur et à mesure que j'avance vers ce but-là. As-tu envie de faire une autre série avec Kate? Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Je te dirais que j'ai beaucoup travaillé dans les 5 dernières années et j'ai besoin de prendre ça un peu plus relax. J'ai des idées en tête, puis j'ai été sollicitée pour des projets, bien entendu, mais j'ai envie de récolter ce que j'ai semé pour l'instant et de penser calmement à l'avenir. Et là, tu as publié plusieurs livres avec le personnage principal de Kate, Le Cercle des Pénitents, Le Défilé des miracles, Vanité. Il y en a 5 en tout. Eau-forte aussi. Oui, c'était le dernier, ça. Et l'avant-dernier, c'était Wildwood, que tu as publié, qui était vraiment un hors-série. Oui, un stand-alone, comme disent les Américains. Et là, tu nous reviens avec Rinzin et l'homme perdu. Rinzin et l'homme perdu, oui. Rinzin, c'est une nouvelle enquêtrice. Mm-hmm. Pourquoi avoir décidé de changer? Bien, parce que j'avais... tu sais, j'ai quand même scénarisé 6 heures de télévision autour de Kate. Et, ben, j'étais pas prête à réembarquer dans un roman avec le personnage. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu as besoin de prendre l'air un peu, puis c'était beaucoup, tu sais. Et aussi, vu que j'avais sorti Wildwood, puis bon, et les 100 000 autres choses que je fais en même temps. Et là, je me suis mis à penser... j'avais besoin de quelque chose de moins noir dans ma vie. OK. Moi, je marche beaucoup avec ma vie. Wildwood, je l'ai écrit parce que je voulais que mes parents existent ailleurs que dans mon souvenir. J'avais besoin de ça. Ça faisait des années que je pensais à ça, puis c'est avec Wildwood que je l'ai fait. Maintenant, Rinzin et l'homme perdu. Rinzin est né de mon besoin d'avoir un personnage plus lumineux que Kate. Pas que j'aime pas Kate, puis qu'il n'y en aura pas d'autres. Je suis en train d'en préparer un. Ah oui? Un 6e, oui. Je ne sais pas s'il va en avoir un 7e, mais il y en aura au moins un 6e, ça, c'est certain. Je pense que je dois ça aux lecteurs et aux gens qui ont très nombreux, qui ont suivi la série et qui en redemandent. Alors, il y en a un qui se prépare tranquillement dans ma tête. Mais entre-temps, j'avais besoin de lumière et j'ai pensé, bon, comment on fait un personnage lumineux dans l'univers du polar? Et c'est là que j'ai eu l'idée de cette bouddhiste-là, d'origine tibétaine. Et malgré toute l'horreur qu'il pourra y avoir autour d'elle, il y a quelque chose de très lumineux dans cette philosophie-là. Et elle l'incarne très bien. Alors, je suis heureuse de l'avoir, elle. Ça me permet un équilibre entre Kate, qui est une force vitale, qui veut être heureuse à tout prix, très nord-américaine, très moderne d'une certaine façon, et Rinzin, qui, sans être pas moderne, elle vit dans son siècle, mais elle vit une philosophie qui est peut-être pas en accord avec ce qu'est l'Amérique, puis la société de consommation, etc. Et je trouve ça intéressant d'avoir ces deux pôles-là. Alors, comme je suis quelqu'un, je suis pas noir et blanc, j'ai beaucoup de zones grises, mais je suis quand même quelqu'un d'action, qui a souvent 2 pôles dans sa vie. C'est le fun, ça. Je pourrais aller d'une à l'autre. Évidemment, je me disais, je sais pas si les gens vont aimer Rinzin, mais bon, mais jusqu'à maintenant, je croise les doigts, l'accueil est assez chaleureux. Et j'ai l'impression que tu as dû faire beaucoup de recherches pour bien nous amener le bouddhisme comme celui-là, puis l'histoire du Tibet aussi, de la famille de Rinzin. Ben moi, le bouddhisme m'a toujours intéressé. Ça, il faut dire que je suis pas bouddhiste, je me réclame pas bouddhiste, mais
j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Alors, c'est une recherche qui était pas fastidieuse pour moi, parce que ça m'a permis de fouiller quelque chose qui m'intéressait. Alors oui, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres aussi, mais tranquillement, pas vite, en appréciant ce que je lisais aussi, tu sais. Je suis pas une spécialiste non plus. J'essaie de, tu sais, j'ai fait vérifier ce que je dis pour être sûr que je dis pas des niaiseries. Et l'histoire du Tibet m'intéresse, parce que c'est une drôle d'affaire, mais tu sais, c'est un peuple à qui qu'on est en train d'éliminer, de rayer de la carte sans que jamais personne s'en intéresse. C'est vraiment, tu sais, ils se font flamber dans la rue, ils se font encore brûler vifs, puis il n'y a pas personne qui bouge le doigt parce que personne ne veut déplaire aux Chinois. Moi, un instant, là, je trouve que c'est vraiment terrible, mais tu sais, personne n'ira jamais, il n'y a pas de pays qui s'intéresse à eux autres. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien là. Ils peuvent pas, il n'y a pas de pétrole, il y a pas de richesse naturelle qui les intéresse, fait que tout le monde les abandonne à leur sort. Mais c'est une horreur, tu sais, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur, ce qu'ils leur font, ce qu'ils leur font vivre. Puis aussi, ce qu'ils font aussi les Chinois, c'est que en envahissant, ben ils ont décidé de coloniser et maintenant, c'est certain que la population chinoise a largement dépassé les survivants. Alors, même si le Tibet était libéré, il ne retrouverait plus jamais ce qu'il était, oui. Ce qu'il était. Puis surtout qui font tout brûler, puis qui massacrent tout, qui ont tout massacré une partie, je ne sais pas combien de monastères, puis de moines qui ont fait brûler, puis c'est assez... enfin. Si tu me permets, Joanne, on s'arrête. Oui. Et au retour, on continue de parler de Rinzin et l'homme perdu. Merci.